Je suis Jean Sibilia, je suis PUPH en rhumatologie à Strasbourg. Je me suis occupé pendant longtemps de service de rhumatologie et je suis toujours co-responsable d'un centre national de référence maladies auto-immunes rares. Et dans mes fonctions, depuis près d'une quinzaine d'années, je suis le doyen de la faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé de Strasbourg et aussi vice-président santé de mon université. Et c'est à ce titre-là que j'ai souhaité m'engager dans mon mandat de doyen, de vice-président et maintenant dans mon mandat syndical, m'engager à essayer d'améliorer notre situation hospitalo-universitaire et hospitalière actuellement en grande difficulté. La situation des hôpitaux publics suscite beaucoup de commentaires dans un certain nombre de domaines. Pour moi, si je devais trouver trois qualifications, ça serait d'abord inquiétante, mais aussi désemparante, et je m'expliquerai, mais aussi, et c'est le fond de ma pensée, pleine d'espoir et d'enthousiasme. Et je pense que pour moi, c'est un point important qui est la motivation de continuer à me battre, à exercer mon métier et à me battre et à m'être engagé dans cette activité syndicale. Alors, inquiétante, je pense que ça ne mérite pas beaucoup de commentaires inquiétantes à de nombreux titres, hein. Le fonctionnement de l'hôpital public est en difficulté pour plein de raisons structurelles et conjoncturelles qu'on ne va pas reprendre largement débattues, ce qui mène en fait à des difficultés d'organisation, des difficultés de recrutement, des difficultés de financement. Et finalement, ça casse un peu la mission de l'hôpital public et la mission de soins et de soins dans un contexte d'ouverture et d'altruisme, hein, d'ouverture et d'équité d'accès aux soins et à l'innovation. Il y aurait beaucoup à dire et je pense que c'est un véritable débat aujourd'hui encore de ce qu'est la situation inquiétante de l'hôpital public. Dans un débat qui est un faux débat public-privé, en fait, il faut raisonner en offre de soins, en système de santé et arrêter d'opposer les deux systèmes et plutôt trouver des complémentarités. Mais quoi qu'il en soit, la situation est inquiétante et les gens qui y travaillent, tous les soignants, que ce soit les médecins et les paramédicaux, ressentent cette difficulté qui n'est pas nouvelle et qui n'est pas liée à la Covid et qui est bien antérieure à cette situation-là et qui n'est là aussi pas spécifiquement française, il faut le reconnaître, hein, qui existe dans de nombreux pays et ça aussi, ça mériterait une analyse très particulière. Ne nous regardons pas trop notre nombril non plus. Je pense que s'il y a des difficultés, elles sont structurelles, elles sont liées en fait à la santé humaine en fait, hein, avec des enjeux de santé humaine qui dépassent largement le simple cadre de l'hôpital public français. La deuxième chose, c'est désemparant. La situation est désemparante parce que on a l'impression que tout ça est analysé, dit par des gens de tout bord, de tout âge, de toute origine, et que finalement, on ne trouve pas la solution. Et on est désemparé par le fait que la solution ne vient pas. Alors, on a eu quelques espoirs. Le Ségur et le post-Ségur ont été un véritable espoir. En tout cas, je m'exprime en toute solidarité avec les hospitaliers, mais au nom des HU, et je trouve que il n'y a rien eu pour les HU en dehors de mesures qu'on peut, je dirais, minimalistes et dont on peut discuter la légitimité, qui sont une partie sur la retraite et quelques mesures quasi cosmétiques, mais ça ne transforme pas le statut. Et je crois qu'il faut le comprendre. C'est vrai qu'il y a eu un effort de compréhension, c'est vrai qu'il y a eu un effort d'amélioration, peut-être de simplification, mais en fait, ça ne transforme pas le problème. Et aujourd'hui, les HU, jeunes et moins jeunes, ressentent, et il faut tenir compte du ressenti des gens qui bossent. Le ressenti n'a pas beaucoup bougé. Il y a une vraie déception. Alors peut-être trop en attente, peut-être, mais je pense que ce côté désemparant, il mérite d'être analysé et c'est le rôle d'un syndicat de dire pourquoi les gens qui travaillent dans l'hôpital public aujourd'hui, H et HU, se sentent désemparés dans cette situation-là. Et puis, le point le plus important malgré tout, c'est qu'on fait un métier extraordinaire. Le métier d'hospitalier, l'hôpital public, ça porte des valeurs, ça porte un sens. Et c'est pas simplement pour se faire plaisir qu'on dit ça. C'est profondément, on se lève le matin, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on a à faire. C'est dur, c'est difficile. Il y a des trucs géniaux, il y a des trucs difficiles, mais ça porte vraiment un sens. Et je crois que l'hôpital public, c'est vraiment une institution qui, à travers les âges, encore aujourd'hui, porte des valeurs et une motivation incroyable. A fortiori,
quand on est hôpital universitaire, qu'on a la chance, c'est une chance, de pouvoir porter 3 missions, la mission de soins, de formation et de recherche et d'innovation de fait. Et c'est une chance inouïe que de contribuer à ce système-là, parce que c'est un système fantastique. Et je vais dire un truc qui me tient à cœur profondément, qui n'est jamais dit, et ça m'énerve qu'on n'en parle pas, mais arrêtons de parler des déserts médicaux et du soin, de l'accès aux soins. Il n'y a pas de soins s'il n'y a pas de formation et il n'y a pas de recherche de qualité. C'est indissociable. Arrêtons de penser qu'on peut créer des hôpitaux sans formation et sans recherche. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Donc il faut lier profondément le soin, la formation et la recherche. Et c'est exactement ce qu'on pourrait dire de l'école. Bah, si vous n'avez pas de prof, hein, il n'y a pas d'école. Voilà. S'il n'y a pas d'école, voilà, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de collège, il n'y a pas d'école. S'il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'école. Et c'est fondamentalement d'abord ça qu'il faut arriver à reconstruire des structures, reconstruire un corps d'enseignants-chercheurs HU associés aux hospitaliers, qui d'ailleurs font aussi de la recherche et de la formation dans les CHU et même dans les CH, trouver en fait, j'allais dire, un nouvel élan, parce que c'est vraiment un métier extraordinaire. Donc effectivement, moi je continue à penser que ça reste fantastique et enthousiasmant. Je ne vis pas dans le monde des bisounours et je ne dis pas ça pour motiver les troupes, mais je le pense profondément parce que je le vis toujours en action tous les jours. Je consulte, je fais de la formation, je fais de la recherche et je trouve que encore ça formidable, et ça, c'est pas has-been de le dire. Je pense que je voulais vraiment l'affirmer, et c'est un élément fondamental qui explique mon engagement syndical aussi, parce qu'à un moment donné, si on y croit, faut mouiller son maillot. C'est ce qu'on s'est dit avec Jean-François, notre président, et tous les collègues qui sont engagés dans cette action syndicale. Et je ne dis volontairement pas lutte, parce que nous sommes dans l'action et pas forcément dans la lutte. Je crois qu'il faut aussi sortir de cette vision d'un autre siècle du syndicalisme de lutte. Moi, je ne comprends pas. On ne lutte pas, mais on travaille ensemble. Et c'est ça ma vision du syndicalisme, a fortiori hospitalier et hospital-universitaire. Ce qui m'a poussé à franchir le pas, c'est 2 choses. D'abord, la conviction qu'à un moment donné, il faut aller au bout de sa démarche. Vous voyez, on voit le poids d'un rôle institutionnel quand on est chef de service, chef de pôle à l'hôpital, ou doyen, ou vice-président, mais ce sont des fonctions institutionnelles qui nous lient à nos institutions hospitalières et ou universitaires. Mais à un moment donné, à chacun sa mission et à chacun son rôle. Et je pense que c'est la place d'un syndicat de défendre, mais en coopérant et en ouvrant le débat, de défendre en fait des conditions d'exercice, de travail, mais au sens noble. Défendre n'est pas lutter. Défendre, c'est coopérer, je le répète. Hein. Et donc, j'ai voulu aller au-delà de mes missions institutionnelles et essayer d'être dans une action qui est une action d'amélioration des conditions, mais par vraiment le rôle qu'on attribue légitimement et noblement à un syndicat, c'est de pousser des revendications, de soutenir et d'expliquer pourquoi on veut que le système s'améliore. Et je le répète, c'est pas de la revendication suspendue, c'est pas du lobbyisme communautariste d'une communauté hospitalière, hospital universitaire, mais c'est vraiment parce qu'on croit dans ce système et qu'on a envie de l'améliorer. Ça, il faut mouiller son maillot. C'est mon engagement personnel. Et à un moment donné, il faut passer à l'acte, entre guillemets. Et on peut le faire en fin de carrière, peut-être plus facilement, parce qu'on a une forme de légitimité et d'expérience. La deuxième raison, elle est conjoncturelle. C'est qu'on voit aujourd'hui, pour moi, je vois 3 choses qui m'ont vraiment motivé. La première chose, c'est qu'on voit clairement une désaffection, et ça, c'est ma position de doyen qui m'a permis de voir ça, un désengagement, une démotivation de pas mal de jeunes qui auraient pu s'engager dans une carrière hospitalière ou hospitalo-universitaire et qui préfèrent d'autres engagements dans le privé, ce qui est très bien pour l'offre de soins, mais ce qui va en fait créer un véritable souci pour tout ce qui est formation et recherche. Et on voit bien qu'il y a une démobilisation des jeunes parce qu'ils ne se sentent pas ni reconnus, ni aimés quelque part. Il faut aussi qu'un système exprime l'attractivité qu'il doit avoir pour la jeune génération. Et ça m'a franchement motivé. Ça fait 4-5 ans qu'on voit vraiment un des jeunes partir et 2 des jeunes ne pas venir. Parce que ça se mesure pas. Vous voyez, c'est bien d'avoir un indicateur qui est le taux de fuite du public vers le privé, mais vous ne mesurez pas tous ceux qui ne viennent pas
dans le public, ils ne veulent plus y venir, et ça demande en fait une méthodologie pour comprendre ça qui est très différente. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu le désamour de certains anciens collègues et amis HU et qui quittent, ça me fait beaucoup de peine, après avoir servi le système hospitalier, Hospital EU et leur université pendant des décennies, et ils partent désabusés. Et ça fait beaucoup, franchement, en tant que doyen, voilà, je suis peiné par ça. Parce que c'est des gens qui ont mouillé leur chemise, qui ont bossé, qui ont donné beaucoup au système, pour beaucoup d'entre eux, et qui quittent un peu, parfois même aigris. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Après une carrière de ce type-là, je trouve que c'est pas très juste, en fait, hein. Et aigri pour des raisons certainement injustes, hein. Toujours pas de retraite, de choses très concrètes en dehors de l'IRCANTEC. Enfin, voilà, il y a des choses vraiment qui me peinent beaucoup. Et puis, le troisième élément, là aussi conjoncturel, c'est qu'on pensait, et c'est l'effet Covid, qu'on pensait que la Covid nous donnerait un nouvel élan. Et ce soufflet est tombé rapidement. Et je pense que c'est vraiment dommage, et de ne pas vraiment capitaliser sur ce qu'on a vécu, ce qu'on est capable de vivre ensemble, et que le Ségur et le post-Ségur de, du H hospitalier et du HU, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a vraiment clairement un besoin de renouveau dans deux domaines, l'attractivité et la reconnaissance. Ce sont des carrières complexes qui nécessitent un niveau de formation, de compétences et de responsabilité de très haut niveau. Ben, je trouve que c'est pas acceptable en toute équité qu'à ce niveau de compétence et de responsabilité, il n'y ait pas de reconnaissance réelle de la retraite. Et même, on peut le dire aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, mais une reconnaissance de valorisation salariale. Effectivement, si on compare toutes choses égales par ailleurs, en fonction de la compétence, du temps de formation et du niveau de responsabilité et du temps passé chaque semaine, est-ce que la valorisation, la reconnaissance, est-ce qu'elle est vraiment juste? Et est-ce qu'elle est juste par rapport à ce qui est le cas dans d'autres pays très proches, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, sans aller en Amérique du Nord ou dans d'autres pays? Je ne suis pas sûr aujourd'hui que tout le monde soit aussi bien traité que ça. Il y a eu des efforts sur la partie hospitalière, le statut des PH, mais je pense qu'il y a vraiment, et c'est mon engagement syndical, il y a vraiment une réflexion à faire sur le statut hospitalo-universitaire. Je pense qu'il est vraiment le mal-aimé du statut actuel, sans se plaindre, évidemment. On vit bien, on fait des choses extraordinaires, mais ce n'est pas une raison pour ne pas reconnaître et ne pas valoriser l'engagement des hôpitaux universitaires au niveau où ils sont engagés. Sinon, de fait, je pense que cette fonction va se dévaloriser et on ne rendra plus les services. La nouvelle génération ne rendra probablement plus les services qu'on attend, services de soins, de formation, de recherche, au niveau où on l'attend, dans l'excellence de la médecine française. On a tous envie, en France, d'avoir des médecins extraordinaires. Et nos jeunes qui s'engagent en première année, je peux vous le témoigner, le témoigne en tant que doyen, c'est des jeunes extrêmement motivés. Ben, il ne faut pas les démotiver. Il faut leur offrir quelque chose qui est à la hauteur de l'ambition de la médecine et de la chirurgie française. Ou alors on décide que non. Et on décide que c'est un service de troisième ordre, mais c'est une décision qui n'est pas technique, mais qui est politique. Mais je ne crois pas une seconde que ce qui est souhaité par les Français et par les gens qui nous gouvernent. Je pense qu'il y a trois choses pour moi. La première chose, c'est essayer de coopérer tous ensemble et d'avoir une véritable action intersectorielle. Il est contre-productif d'être désunis ou pas suffisamment unis. Et je pense qu'il faut un front syndical uni, H et HU. Je pense qu'on défend, en tout cas, c'est ma conviction profonde et celle de notre président Jean-François, on défend un système qui est un système généreux, solidaire, ambitieux, d'excellence. Et l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Et on défend ce système-là et on doit être unis. Et je trouve qu'il est dommage d'avoir plusieurs représentations syndicales qui ne s'entendent pas forcément sur une plateforme de propositions communes. Moi, je crois que c'est la première action à mener. C'est soyons unis. On a les mêmes objectifs. On est face à des enjeux incroyables qu'on n'a jamais traversés. La santé aujourd'hui, elle traverse une période critique en fait, hein, motivante, extraordinaire, mais critique. On a des enjeux aujourd'hui sanitaires, démographiques, sociétaux,
à l'échelle planétaire, hein, pas seulement à l'échelle de notre société, et on doit être unis. Donc ma première envie, c'est qu'on ait une vraie plateforme syndicale, une union syndicale du monde de la santé, de l'hôpital public, et même au-delà du monde de la santé. Si je devais rêver, ce serait que privé et public aient des points de convergence pour que notre système réponde aux enjeux. Et au fond, arrêtons de regarder notre nombril. On est là pourquoi? On est là parce que on est dans une société et que on veut défendre la santé de l'homme et pas que de l'homme, hein. Moi, je suis un partisan du One Health, hein. Il y a une véritable santé globale. En fait, c'est aussi notre rôle, hein. En fait, si on prend de la hauteur et ça donne du sens à notre mission d'avoir cet engagement-là bien au-delà et de regarder la ligne d'horizon et pas de regarder notre nombril ou nos pieds là. Donc, et soyons unis pour ça et ayons une vision commune, quoi. Racontons une histoire, premier point. Et après, deuxième chose, deuxième et troisième point, c'est des points beaucoup plus précis. Aujourd'hui, il y a un enjeu immédiat. Il y a une génération qui va partir à la retraite. Le papy boom arrive. Moi, j'ai des indicateurs dans ma fac. J'ai mesuré que près de 40% de mes collègues PU, PH partent à la retraite entre 2027 et 2029. 40%. Donc il y a un choc d'attractivité. Si on veut reconstruire le socle, la communauté des enseignants-chercheurs, il faut absolument qu'il y ait un tsunami, un sursaut qui fait qu'on arrive à conserver cette communauté d'enseignants-chercheurs. Je le répète, elle est indispensable, cette communauté. S'il n'y a pas d'enseignants-chercheurs, il n'y a pas de soins. À terme, il n'y a plus de soins de qualité, d'excellence. Donc on a besoin d'un choc d'attractivité. En rappelant dans ce choc d'attractivité, il faut remplacer ceux qui partent, mais comme dans le privé, comme dans d'autres disciplines, 1 n'est pas égal à 1, en fait, hein, en termes de relation au travail, au temps de travail, à son organisation personnelle et à sa vie aujourd'hui, il est probable que les jeunes H1 ne voudront pas s'engager à hauteur de 70, 80, 90, 100 heures par semaine, comme un certain nombre d'HU de l'ancienne génération. Donc attention, 1 n'est pas égal à 1. On a une vague de départ massif, mais qu'il faudra même compenser. C'est ce qui a été demandé notamment par la Conf des doyens en demandant une compensation, enfin une adaptation du nombre de postes d'enseignants-chercheurs à la hauteur du besoin de formation et de recherche. Ça, c'est choc d'attractivité. Mais il faut aussi un choc de reconnaissance. Les gens ne vont pas continuer à exercer dans des conditions difficiles. Et le choc de reconnaissance, c'est un hôpital et une université, mais surtout un hôpital qui accueille bien ces hospitaliers et ces hospitalo-U, avec un hôpital qui n'est pas en train en permanence de courir après un tableau Excel de financement, qui doit être un hôpital promoteur de projets, un hôpital dynamisant, un hôpital qui a une vision du système et pas simplement qui est en train de courir après une feuille d'économie pour essayer de rester dans le budget prévu. L'hôpital, c'est de l'investissement. L'université, c'est de l'investissement. Donc il faut considérer que la santé, la connaissance universitaire en santé, c'est un investissement prioritaire. Et donc, il y a besoin d'une reconnaissance et les gens qui y travaillent, il faut qu'ils soient reconnus à la hauteur de leurs compétences. Il n'y a pas que les gens de la santé qui sont mal reconnus, mal valorisés, mal payés. Il y a des domaines en recherche, vous savez, un directeur de recherche INSERM, c'est scandaleux aujourd'hui par rapport à d'autres pays, mais à un moment donné, forcément, on fera les comptes. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes chercheur dans des domaines très compétitifs, par exemple, comme le numérique, l'e-santé ou l'IA, la compétition en termes de valorisation et de financement, elle est telle que les gens ne restent pas dans le service public, d'ailleurs, ni à l'hôpital, ni à l'université. Et ben, il y aura des conséquences. Il faut avoir quand même simplement une vision de se dire qu'on vit dans un monde interdépendant et qu'on a beau avoir des contraintes, ben, les autres avancent et on doit avancer. Et ça s'appelle la valorisation de notre système. Et s'il n'y a pas de compréhension globale de ça, et forcément, il y avoir une forte régression. Et je répète, c'est pas ce qu'on souhaite. Personne ne souhaite ça. Et en particulier, pas le citoyen. Et a fortiori, pas le patient qui a envie d'être soigné. Alors, si on veut lutter contre ça, c'est de notre responsabilité. En tout cas, moi, c'est Damien, c'est comme ça que je conçois les choses. C'est de ma responsabilité de le dire. Après, je ne suis pas décideur. Un syndicaliste ou un institutionnel comme moi ne sommes pas décideurs, mais à minima, on est responsable et on doit être lanceur d'alerte au sens noble, hein, pas au sens démagogique du terme, mais on doit vraiment dire les choses vraies, parler vrai. Enfin, c'est ce qu'on demande, en tout cas, dans l'action syndicale, c'est ce qu'on demande, et je suis
tout à fait en phase avec mon président Jean-François. On est en harmonie intellectuelle à 110% là-dessus. Voilà, exprimons, mais avec, comment vous dire, avec le cœur, la bienveillance, sans arrogance et sans agressivité. Mais on dit les choses. Si on n'est pas entendu, c'est un autre débat et alors on verra les moyens à mettre en œuvre. Mais peut-être, c'est mon dernier point sur l'engagement syndical, c'est jusqu'où faut-il aller. Moi, mes collègues me questionnent si vraiment on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Jusqu'où faut-il aller pour exprimer son désarroi, voire son énervement parfois? Jusqu'où faut-il aller? Parce que c'est vrai que nous sommes très en retrait par rapport aux actions syndicales classiques qu'on mène, parce qu'on est dans une retenue et qu'on a le sens de l'intérêt général. Mais à un moment donné, voilà, il va falloir mettre ça sur la table. C'est qu'est-ce qu'on doit faire pour que le système s'améliore. Mais avec toujours, je répète, bienveillance, tact et intelligence. Je pense que c'est fondamental. C'est ce qui caractérise notre communauté. Voilà, on descend pas dans la rue comme tout le monde. On a un devoir d'exemplarité et ça, c'est super important pour moi, ce devoir d'exemplarité. Mais ça ne veut pas dire qu'on passe pas à l'action. Mais il faut le faire avec exemplarité. Là aussi, humblement, hein, une fois de plus, hein, personne n'a la vérité. Hein. On apporte chacun sa petite part de vérité et d'expérience. J'ai exercé à l'hôpital public toute ma carrière, j'ai 63 ans. J'ai été doyen pendant 15 ans, vice-président d'université, j'ai eu des fonctions nationales, j'étais président de la conférence des doyens, ce qui a été une action formidable hein, de compréhension du système. Et j'aimerais apporter cette expérience-là, j'aimerais l'apporter à la communauté et essayer de transmettre ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu avec mon prisme. Hein. Et je pense que c'est pas le seul. Mais chacun, on travaille mieux en équipe en fait. Hein. Je ne crois qu'au travail d'équipe. Hein. Il y a peut-être trop d'ego dans notre monde, mais essayons de lisser cet ego et essayons de travailler en équipe et chacun apporte une part de son histoire et de son expérience. Ça, c'est le premier aspect. L'aspect concret, c'est que il faut qu'on s'engage en communiquant. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui et de le faire avec sincérité, de dire ce que je pense vraiment, et on sait qu'on s'expose, hein, et on ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais je crois qu'il faut s'exprimer à un moment donné. On est dans une, je l'ai vécu comme doyen, comme président de la conférence, on est dans un monde bizarrement, un monde qui n'a jamais été aussi communicant, mais qui n'a jamais été aussi censurant, en fait. Hein. Et c'est vraiment la face sombre, probablement, de la communication des réseaux sociaux, où tout le monde est capable de s'exprimer, de vous censurer avec agressivité, et ça crée une forme de peur peut-être de l'expression. Et il faut dépasser ça. Je veux dire, voilà, mais on peut le dépasser qu'en groupe. Seul, c'est difficile. Mais quand on est en groupe, un syndicat, c'est un collectif en fait. Hein. C'est un collectif uni et qui doit être sincère et qui doit exprimer son point de vue. Donc, à titre personnel, je pense qu'il faut exprimer les choses, mettre sur la table les constats que l'on fait ensemble. Et ça, je souhaite qu'on le fasse. Et après, mener effectivement des actions dans des domaines très concrets. On l'a évoqué, mais c'est très concret sur l'attractivité pour les jeunes HU. Et les jeunes et les moins jeunes, garder ceux qui sont là, mais aussi faire expliquer aux jeunes que c'est un métier fantastique et que, je répète pour la troisième fois, il n'y a pas de soins s'il n'y a pas de recherche et de formation et que c'est un métier parfaitement noble et que cette mission de formation et de recherche, elle est éminemment noble et absolument passionnante. Hein. Il n'y a pas un matin, je me lève pas en me disant, ou que je me couche pas le soir, en me disant, c'était génial avec, vous savez, la petite astuce pour se donner une petite bouffée de bonheur tous les jours en se disant, les trois belles choses que j'ai fait aujourd'hui, les trois trucs que j'ai adorés, mais il y a tous les jours des trucs géniaux et des trucs difficiles. Donc, transmettre ça. Vous voyez, le syndicalisme transmet aussi du sens et des valeurs. Et il n'est pas que, je le répète, il n'est pas, pour moi, dans la lutte, il est dans la transmission de ce sens et de ces valeurs. Et on peut effectivement agir, l'attractivité pour les jeunes carrières, bien reconnaître, faire en sorte que ceux qui sont engagés soient reconnus, on leur donne les moyens de travailler et les moyens aussi d'être reconnus à l'issue de la carrière par la retraite. C'est un sujet extrêmement technique et je suis pas suffisamment compétent pour juger de la valeur de la réforme actuelle, mais j'observe comme tous que ça n'est probablement pas ce qu'on attendait. C'est probablement pas l'attente majoritaire et ça n'est pas l'idéal. Alors on peut se dire, ok, on prend, c'est pas l'idéal, mais on prend ce qu'on donne et on voit. Mais je pense qu'il y a un vrai calcul et je pense que c'est simplement
un calcul qu'il faut faire en termes de valorisation. Est-ce que un PH, un PUPH qui a travaillé à très haut niveau toute sa carrière, est-ce que il doit être reconnu à la hauteur d'un dirigeant d'entreprise ou de quelqu'un qui a eu des responsabilités importantes dans une entreprise? Ben, il faut quand même se comparer à ce qui est comparable dans notre pays et ce qui est comparable dans les autres pays. À un moment donné, ça fait aussi partie de la valorisation. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ça. C'est juste de la reconnaissance en fait, hein. C'est juste normal en quelque sorte, il n'y a pas de raison. Ou alors on change complètement de système et on part sur des systèmes de capitalisation, de valorisation. Mais alors évidemment, c'est un système complètement différent, mais tout peut se discuter. Je pense que tout doit se discuter et le truc principal, c'est le débat. Ouvrons le débat avec sincérité et honnêteté. Et j'espère qu'en face de nous, il y a des gens qui manieront les mêmes valeurs. Et si ce n'est pas le cas, il faudra en prendre acte. Et un syndicat prend acte aussi de ça. Et il doit être capable de proposer de façon extrêmement unie des mesures. Et on a des moyens d'agir, hein, je le répète. Hein. On est des acteurs incontournables du soin, des acteurs incontournables de la formation. Si demain on décide de plus délivrer les diplômes, il n'y a plus de diplômes. Donc clairement, voilà, on en est, c'est pas notre ADN hein, d'agir comme ça, mais on a vraiment une responsabilité. Et je pense que c'est des points extrêmement importants qui font partie du débat syndical. Je le répète, bienveillance, écoute et intelligence, mais ça fait partie du débat syndical. C'est une réflexion très intéressante qui mériterait d'ailleurs une réflexion partagée commune. Finalement, c'est quoi le syndicalisme de notre pays? J'observe une chose, c'est que l'adhésion syndicale de notre pays, du monde du travail, est de plus en plus faible. Et la représentation, vous la connaissez, c'est 10% des professionnels de tout domaine qui adhèrent à une action, à un engagement, à une action syndicale. Ça questionne. Et ça questionne d'autant plus que des indicateurs internationaux montrent que l'adhésion syndicale et l'expression syndicale est un élément de bien-être social, en fait, hein, au sens large, et dans la qualité de travail, dans l'apaisement, dans la sérénité au quotidien, à condition d'avoir une vision syndicaliste et un syndicalisme à la française qui évolue. Je suis pas sûr, enfin moi je ne participe pas à la vision d'un syndicalisme de lutte des classes dans la rue comme on le voit encore de temps en temps. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les syndicats et c'est pas tous les syndicalistes évidemment. Mais je suis très embêté et ça, je pense que c'est une vision du syndicalisme à la française qui est assez particulière, qui est héritée de longues luttes qui étaient certainement nécessaires. Les luttes sociales, ça n'est absolument pas une remise en cause des luttes sociales des siècles et des décennies précédentes, et Dieu sait qu'on a été précurseurs. C'est pas le sujet, mais le sujet que c'est aujourd'hui nous sommes dans un monde où probablement il faut évoluer, et on a besoin d'un syndicalisme hospitalier qui est un syndicalisme qui est d'union. Il faut que le monde de la santé publique et je l'espère un jour public et privé soient unis pour porter des propositions qui sont des propositions qui doivent permettre d'avoir un système généreux, solidaire, altruiste et performant, plein d'excellence. Et donc, moi, c'est ça le principal point, c'est trouvons une union syndicale, un front syndical, une plateforme de propositions syndicales, faisons des propositions, proposons des choses, ayons une vision partagée et avec des propositions concrètes pour qu'on ait un système de santé qu'on puisse développer et qui soit au niveau auquel on attend. Donc c'est ça ma vision du syndicalisme hospitalier. C'est vraiment une vision nouvelle d'un autre syndicalisme, beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus créatif, coopératif au sens large, et avec une exemplarité qui doit peut-être traduire une autre forme de syndicalisme dont notre pays a besoin aujourd'hui. Et on peut être exemplaire, on peut être preuve de concept en fait. Hein. On aime bien ça en médecine, en sciences, être preuve de concept. Et moi, je crois que ça, c'est pas facile, hein, c'est assez ambitieux. Et c'est le grand concept qui n'empêche qu'on peut porter aussi des sujets importants et des sujets très concrets. Et je crois qu'il faut faire les deux. Il faut à la fois la méthode, le fond et la forme. Je pense qu'on a besoin de ça. Et en tout cas, je pense que c'est comme ça que le syndicalisme hospitalier
rassemblera un maximum de monde parce que les gens, il faut qu'ils adhèrent en fait. Pour qu'ils adhèrent, il faut que vous leur proposiez quelque chose qui ait du sens. Et aujourd'hui, c'est pas suffisamment le cas dans le monde hospitalier. Bah, oui, alors très concrètement, hein, dans mon engagement syndical, on pourrait imaginer des assises, et je vais dans le détail, hein, imaginer des assises syndicales, intersyndicales, H et HU avec voilà, des groupes de travail, un séminaire, des groupes de travail et un livre blanc. Finalement, on pourrait imaginer un livre blanc de notre vision du système de santé, de nos recommandations, un livre blanc qu'on partagerait de façon intersyndicale et qu'on porterait avec un plan d'action. Enfin, mettons de la méthode en fait, hein, et dans ce plan d'action avec un agenda et des demandes et potentiellement, effectivement, dans ce plan d'action, des éléments qui permettraient de mettre des milestones, comme on dit, mais des éléments clés. On atteint l'objectif, on n'atteint pas l'objectif, et à ce moment-là, on agit, vous voyez, et être vraiment dans du concret avec un plan d'action bien timé avec un agenda, mais précédé en fait d'une sorte de livre blanc de notre vision du système de santé, au moins de l'hôpital public, mais au-delà même du système de santé. Et qu'est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'acteurs de ce système de santé, proposer quel est notre constat et qu'est-ce qu'on propose, quels sont les points d'amélioration en les hiérarchisant avec un certain nombre de propositions. Je pense qu'on avait une dizaine, vingtaine, trentaine de propositions partagées pour l'ensemble de la communauté, H et HU, il ne va plus. Hein. C'est totalement en proximité. Il faut sortir on l'a dit, on peut le répéter, mais sortir du fait qu'à l'hôpital public, hospital universitaire, vous ayez la caste élitiste des HU et les PH qui rament. Non, on doit travailler en équipe. On a des rôles différents. Mais tout doit être respecté et reconnu, et on travaille main dans la main, chacun dans sa fonction, et il faut. Moi, j'ai proposé à Strasbourg un plan d'attractivité pour booster l'hôpital et l'université avec notamment des contrats d'interface formation-recherche pour les PH. On peut trouver des moyens, et c'est une mesure, il y en a plein d'autres, trouver des moyens pour renforcer l'esprit d'équipe entre les H et les HU, parce que mais clairement, on est embarqué dans le même bateau, on a le même objectif, simplement qu'au quotidien, on n'a pas tout à fait les mêmes fonctions, et Dieu sait que les fonctions universitaires sont complexes, hein, en termes de gestion des étudiants, gestion de la recherche. Enfin, c'est un engagement qui est extrêmement fort. Et c'est pas parce qu'on fait moins de H qu'il n'y a pas d'engagement U. Donc, faut oublier ça. Faut oublier cette tentative d'opposition du monde H et HU. Je pense que là, c'est une fausse route totale. Évidemment, on ne fait pas la même chose, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre issue que de collaborer et de construire une plateforme de propositions communes. Ça me paraît obligatoire. Je pense que il faut être logique. Moi, je pense qu'il y a pas à séparer le combat H et HU. Enfin, voilà, même si combat entre guillemets, mais je veux dire ce travail qu'on doit faire, il doit être absolument combiné. Donc moi, je suis pour une plateforme qui est intersyndicale. Il faut qu'elle soit intersyndicale. Chacun va apporter son expérience, ses ingrédients, mais à un moment donné, il faut qu'on ait vraiment une plateforme intersyndicale. Et je suis persuadé qu'on sera plus entendu. Hein. Vous savez, tout le monde a lu Machiavel. Hein. Enfin, voilà, pour régner, il faut un peu diviser. Bon, en tout cas, il est plus facile de régner quand on est face à des oppositions fragmentées et voire des oppositions qui s'opposent. Donc, je pense que c'est là aussi, sortons de ça, quoi. Ça serait faire preuve de hauteur de vue et d'intelligence que de se dire on doit affronter les mêmes enjeux qui vont être très complexes, je le répète. On a les mêmes objectifs, même si on n'a pas exactement les mêmes missions, mais on essaie de contribuer et peut-être d'évoluer aussi
des missions partagées différentes. Peut-être que HU, à un moment donné, il faut qu'il y ait peut-être en plus de convergence dans les missions. On peut imaginer euh, qu'il y ait des valences reconnues, évidemment, de recherche et de formation pour tous les H qui le souhaitent. Ceux qui ne le souhaitent pas continuent à faire du soin. Je pense qu'on peut imaginer un monde de l'hôpital public qui soit beaucoup plus coopératif encore. Même si, globalement, honnêtement, ça se passe très bien à beaucoup d'endroits. Vous savez, c'est toujours ce fameux biais cognitif de ne regarder que le biais de désagrément. Notre cerveau, il est construit comme ça. On préfère regarder ce qui ne va pas que ce qui va bien. Il y a beaucoup de choses qui vont aussi, mais il y a quand même beaucoup de choses à améliorer aujourd'hui. Force est de constater que depuis une bonne dizaine d'années, au moins, on ne va pas vers une amélioration visible du système pour des tas de raisons. Donc essayons de tout faire, nous, de l'intérieur pour l'améliorer. N'attendons pas non plus la Sainte Onction, vous voyez. Voilà, ça vient de nous, quoi. Ça ne doit pas venir forcément, n'attendons pas tout le temps. Aide-toi et le ciel t'aidera, en fait. Hein, vous voyez, c'est faisons aussi, prenons les choses en main. À un moment donné. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de porter ensemble, coopératif, intersyndical, qu'on vient d'évoquer, et il y a deux, la priorisation. Et c'est le travail de la plateforme est formidable parce que il y a un travail de fond, de terrain, et il faut rendre hommage aux gens qui font ce travail-là. Et notre président Jean-François, beaucoup de respect pour Jean-François, avec un état d'esprit remarquable, mais il donne beaucoup de temps et de lui-même avec son équipe pour ça, et j'essaie d'y participer. C'est un formidable travail, mais à un moment donné, il faut prioriser. Vous voyez, on peut pas se dire que on veut l'application de 100 propositions. À un moment donné, il faut que parmi ces propositions, il y ait des propositions fortes et qu'il faut mettre le fer sur une dizaine, vingtaine de propositions qui sont prioritaires et qui sont urgentes. Et ça, c'est sûr qu'on aurait plus de poids si c'était fait de façon intersyndicale, avec une plateforme commune, en partant du travail de chacun. Et je pense que ça donnerait de la force probablement à nos propositions, très certainement.